On s'est beaucoup intéressé aux électeurs du Rassemblement national. Ceux-ci, comme vous le savez, ont été nombreux, un peu moins aux femmes et aux hommes qui constituent le Rassemblement national. Alors Marine Le Pen, bien sûr, on la connaît. Jordan Bardella est souvent sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais on le connaît moins. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous inviter. Pierre-Stéphane Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez publié une très bonne biographie de Jordan Bardella, le grand remplaçant aux éditions Studio Fact. Il y a une sorte de mystère Bardella et une popularité phénoménale, sa grande jeunesse bien sûr, le fait que Marine Le Pen l'adoube alors que généralement elle est plutôt méfiante. Et puis il y a quelques jours, j'ai entendu cet extrait qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est mon fils de 17 ans, qui me l'a fait entendre. Je crois que le détail a son importance. On écoute ce garçon. Sérieusement, ce jeu ne vous fait pas péter un câble? On va en parler aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire part un peu de mon point de vue et j'attends vos réponses en retour. Donc c'est pas un coup de gueule, hein, comme je le précise, on a certainement qui vont aller crier au plagiat, ouais ouais tu copies Diablo X9. Pourquoi, alors que le jeu est sorti il y a à peine 2 mois, pourquoi on en a déjà marre? Alors si je vous dis ça, c'est que je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Pourquoi en fait on en a déjà marre? Pourquoi on pète un câble dès qu'on y joue? Pourquoi on ne tient pas plus de 3 ou 4 parties sans s'énerver? C'est la voix de Jordan Bardella. Il y a 11 ans, il faisait partie d'un forum de jeux vidéo et ce sont revenus sur les réseaux sociaux, ce qui effectivement lui donne une proximité avec les jeunes. On peut le déplorer ou s'en féliciter, mais en tout cas, il faut le constater. Pierre-Stéphane Faure, Jordan Bardella fut un jeune homme comme les autres. Un jeune homme passionné de communication, très tôt finalement, puisqu'à 17 ans, donc il anime notamment une chaîne YouTube où il essaye de commenter l'actualité, etc. Je sais qu'il passe même des castings de voix off, voilà, pour essayer de jouer dans des séries, etc. Donc en fait, il y a quand même cette notion très précoce de la communication chez Jordan Bardella, du côté un peu acteur, et qu'on retrouve aujourd'hui et tout au long de son parcours politique. Et vous racontez dans cette biographie, Le Grand Remplaçant, comment cet homme est devenu proche de Marine Le Pen, comment en fait elle a réussi à l'adouber, comment se déroule l'histoire de Jordan Bardella, qui a priori n'était pas prédestiné à faire de la politique. Bah, en fait, l'histoire de Jordan Bardella, l'histoire officielle, c'est, en 2012, je vois, Marine Le Pen à la télévision, j'ai un coup de cœur pour elle et je décide de m'engager au Front national. Il a 16 ans à l'époque, donc quand il prend sa carte au FN. À l'époque, Jean-Marie Le Pen est toujours le président d'honneur. Je montre d'ailleurs dans l'enquête que Jordan Bardella a été une groupie, un fan de Jean-Marie Le Pen, très jeune, comme les autres militants FN qui avaient l'habitude d'appeler Jean-Marie Le Pen papy. Voilà. Et en fait, assez vite, il va être remarqué par Marine Le Pen, puisqu'en fait, il arrive à intégrer le deuxième cercle amical de Marine Le Pen, le clan Châtillon. Frédéric Châtillon, c'est un pilier de l'extrême droite dure, antisémite, raciste, violente. C'est le GUD, l'ancien chef du GUD. Et Jordan Bardella était en couple avec la fille de Frédéric Châtillon, qui elle-même est une militante assez radicale, pendant 2 ans. Et selon les témoignages que j'ai pu produire, c'est ainsi que Marine Le Pen le repère. Et en fait, 12 jours après la rencontre entre Marine Le Pen, la fille Châtillon et Jordan Bardella, Monsieur Bardella est nommé porte-parole du Rassemblement national. Ce qui est assez étonnant parce que ce garçon n'a pas fait d'études poussées, il est a priori assez éloigné d'un savoir livresque ou théorique sur le Rassemblement national, le Front national à l'époque, l'histoire politique, Pierre-Stéphane Faure. Bah, Jordan Bardella, c'est un jeune homme de 28 ans qui a le baccalauréat, qui n'a pas fait d'études supérieures, qui n'a jamais travaillé en entreprise de sa vie, si ce n'est un mois dans l'entreprise de son père à 18 ans. Donc c'est un jeune homme qui, en fait, est un apparatchik qui, toute sa vie, a gagné sa vie grâce à la politique. Depuis qu'il a 19 ans, Jordan Bardella vit de la politique et de ses mandats au Front national. Ça, ça me paraît intéressant. Et justement, comment cela se fait-il que, en 2019, Marine Le Pen décide de lui faire conduire la campagne des européennes?
Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que donc Jordan Bardella fait partie de son entourage désormais en 2019 puisqu'il est membre du clan Châtillon. Il y a aussi le fait que Jordan Bardella à l'époque a, 23 ans. Et en fait, Marine Le Pen décide très tôt de miser sur son storytelling. Elle comprend l'intérêt de Jordan Bardella pour son mouvement politique. Marine Le Pen, c'est la quinquagénaire avocate héritière. Jordan Bardella, c'est le tout jeune homme issu de Seine-Saint-Denis, d'un quartier modeste, d'une famille relativement modeste, même si il faut faire la différence entre le storytelling de Jordan Bardella, self-made man, qui a connu une enfance un peu à la Cosette. Ça, c'est le marketing politique. Et en Alors, fait, la réalité est nettement plus nuancée. Sa mère est effectivement dans une situation modeste. Son père fait partie de la bourgeoisie. Il est chef d'entreprise. Donc voilà, il a grandi avec un pied dans deux milieux. Mais Marine Le Pen, tout de suite, comprend l'intérêt politique qu'elle peut tirer de son histoire, de son prénom. Jordan Bardella, c'est un petit peu la revanche de tous les Jordan de France. C'est un prénom qui est connoté milieu populaire des années 90. Donc, elle mise sur lui. Elle va investir beaucoup d'argent pour le faire former en média training. c'est-à-dire? Elle va lui désigner un coach média qui s'appelle Pascal Humeau, qui est un ancien journaliste, qui s'est recyclé dans le média training, qui va le former pendant 4 ans. Comment on forme Ah bah, quelqu'un? Comment on forme? on le met devant une caméra déjà. Enfin, ce que je vous raconte, c'est Pascal Humeau qui le raconte et je donne tous les détails dans le livre. On le met devant une caméra et déjà, on lui apprend à sourire. Parce que le but premier de Pascal Humeau, c'est lui qui le dit, ce sont ses mots, c'est de faire de Jordan Bardella un facho sympa. Parce qu'au début, il n'était pas sympathique. Il est un peu raide quand on voit les archives avant le média training. Il a 20, 21 ans et peut-être, pour masquer un petit peu ce qu'il considère comme un handicap, sa jeunesse, il a une allure très sénatoriale, il est raide, il est un petit peu sur la défensive dans les médias. Pascal Humeau me dit ça n'allait pas du tout. Je l'ai pris en main et je l'ai rendu sympa, souriant. Pourquoi? Parce que les gens, euh, quand ils voient un élu du Rassemblement national, ils vont peut-être pas spontanément l'écouter parce qu'ils vont pas se reconnaître dans cette famille politique. Mais si le jeune homme est souriant et séduisant, ils vont lui donner une chance. Ce qui veut dire que les détails sont très étudiés. Quand vous l'avez rencontré pour la première fois, il avait un sweat à capuche, ce qui est un, un vêtement assez courant, un sweat à capuche. Sauf que on vous a expliqué après, Pierre-Stéphane Faure, que même cela, relevait d'une forme de calcul. Bah, c'est un caméléon, Bardella. Il sait parfaitement s'adapter à l'environnement ou à l'auditoire présent. Et donc, en l'occurrence, quand je le rencontre la première fois, je rentre dans son bureau et je suis très étonné parce qu'en fait, je découvre devant moi un jeune homme en sweat à capuche blanc, neuf, manifestement, qui brille de neuf, en jean et en basket. Et moi, je m'attendais à l'image du gomina et costume, quoi. Et j'en parle avec un rubricard qui suit le RN depuis des années. En sortant de son bureau, je passe 1 heure avec Jordan Bardella au siège du Rassemblement national pour une interview. Et je m'en étonne auprès du rubricard et il me dit mais il t'a fait le coup du sweat à capuche. Quand il reçoit un journaliste qu'il estime être de gauche, bah, il s'habille en conséquence pour tenter de créer une sympathie ou en tout cas une proximité. Ce qui veut dire que c'est un jeune homme extrêmement cadré qui a songé, ou pour qui on a songé à une multitude de détails. En fait, Jordan Bardella, en matière de communication, il laisse jamais rien au hasard. Son fonds de commerce, ce sont quand même les journalistes. C'est comme ça qu'il a fait carrière, notamment. Et donc, oui, il est dans la séduction permanente avec les journalistes. C'est clair. Et on pourra en discuter avec Marie-Lou Magal, qui a l'habitude de suivre Jordan Bardella, mais tous les rubricards, tous les journalistes qui le côtoient régulièrement le disent. Sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, comment classer Jordan Bardella au sein du Rassemblement national, puisque aujourd'hui le parti donne une image d'unité, c'est souvent le cas lorsque un parti est placé de manière favorable dans les intentions de vote, mais en réalité il y a différentes familles qui ne s'apprécient guère. En fait, Jordan Bardella, au cours de son parcours, il a été girouette, il a beaucoup changé. Il a fait preuve d'un opportunisme chronique, enfin, je veux dire, c'est factuel. Il a commencé avec Florian Philippot sur une liste nationale, sur une ligne nationaliste sociale. Puis, quand l'étoile de Philippot a commencé à pâlir, il est passé chez les identitaires avec Philippe Olivier, etc. Il a Les souvent. identitaires, peut-être quelques Ouais. mots pour nous dire quelles sont ces différentes familles. Les identitaires, c'est la xénophobie, c'est ce courant de pensée qui estime que tout ce qui n'est pas blanc et catholique est un danger pour la France, en gros, quoi, pour voilà, résumer.
Donc voilà, il a souvent changé de famille au gré du vent. Il a beaucoup des témoins que j'ai pu rencontrer m'ont dit, il sent le vent tourner et il a toujours un coup d'avance. C'est pas un idéologue, Bardella, mais par contre, c'est un stratège. Aujourd'hui, dans le Rassemblement national, où est le centre de gravité qui constitue l'essentiel des troupes autour de Marine Le Pen? Bah, aujourd'hui, en fait, je me souviens avoir posé la question à Marine Le Pen. Je l'ai eu en interview. Je lui ai dit, Madame Le Pen, est-ce que le bardélisme, ça existe? Elle m'a regardé, et elle a souri de manière ironique. Et elle m'a dit, tiens, je ne me suis jamais posé cette question, mais ça existera un jour, vous verrez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bardella, il est complètement dans la roue de Marine Le Pen. Il fait ce que Marine Le Pen lui demande. Il n'a pas de latitude réelle pour imposer une ligne politique différente. Mais alors pourtant, il a un mot impertinent face à vous au sujet de Marine Le Pen. Il l'appelle maman. Et on sait que chaque garçon a vocation un jour à quitter sa maman. Oui, il me dit ça avec même un brin. Il me parlait de la campagne de 2019 et il me dit, ah, ça c'est l'époque où je faisais campagne avec maman, avec un brin de dédain. Comprenez, j'ai grandi, je suis plus le petit garçon de 23 ans, je ne suis plus la marionnette de Marine Le Pen. Désormais, c'est moi le président du parti. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, je le rencontre en février 2023. Et c'est vraiment la période, quelques mois après avoir pris la présidence du RN, où il mène une sorte de fronde un petit peu contre Marine Le Pen. Il tente en fait d'exister, d'imposer son statut tout en haut de la chaîne alimentaire du parti. Et donc, notamment sur le conflit russo-ukrainien, puis sur l'union des droites, il va un petit peu défier Marine Le Pen en donnant des interviews. Pourquoi? Parce qu'il se distingue légèrement de Marine Le Pen sur ces points. Moi, je pense plutôt que c'est stratégique, parce qu'encore une fois, en fait, c'est vraiment ce qui définit Monsieur Bardella, c'est la stratégie permanente, en fait. Et je pense que c'est pas du tout une question de fond politique ni d'idéologie. Je pense qu'en fait, en défiant Marine Le Pen et l'entourage de Marine Le Pen, je pense notamment à Philippe Ollivier, qui est le beau-frère de Marine Le Pen et son principal conseiller, qui est pro-russe, voilà. Clairement, en fait, il dit, bah moi, j'ai le pouvoir de le faire. Je suis désormais le président du Rassemblement national. Pierre-Stéphane Faure, le grand remplaçant, c'est votre biographie de Jordan Bardella et c'est aux éditions Studio Fact. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Marie-Lou Magal, qui est journaliste à l'Express, qui elle suit l'extrême droite et a publié L'extrême droite nouvelle génération aux éditions de Noël. Avec un retour sur le succès électoral du RN et ces femmes, ces hommes qui composent le RN. Nous sommes avec Pierre-Stéphane Faure, vous êtes journaliste, vous avez publié la biographie de Jordan Bardella intitulée Le grand remplaçant, c'est aux éditions Studio Fact. Vous nous avez expliqué comment ce jeune homme, avec beaucoup d'opportunisme politique, mais aussi avec un certain sens de la communication, une pratique des réseaux sociaux, a évolué à la vitesse de l'éclair au sein du Rassemblement national, en réussissant à aller d'une famille à l'autre, sans trop se soucier finalement d'étiquettes politiques ou de programmes idéologiques trop pesants, et comment Marine Le Pen l'a mis en orbite. Nous accueillons Marie-Lou Magal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Express, alors vous aussi, vous vous êtes intéressé en compagnie de votre co-auteur Nicolas Massol de ce personnel qui fait l'extrême droite et plus précisément de cette nouvelle génération en quête au cœur de la jeunesse identitaire. C'est le livre que vous avez publié aux éditions de Noël. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur la vitesse, puisqu'aujourd'hui il s'agit de faire vite pour tous les partis politiques, mais d'abord pour le favori, pour le RN, ça se passe comment? En réalité, le RN a un peu été pris de court. Je pense que ça fait des mois qu'ils ont annoncé qu'ils demanderaient cette dissolution en cas de victoire aux élections européennes, mais c'est un peu le syndrome de ceux qui crient au loup quand ça arrive vraiment. Ils ne savent pas trop comment faire. Donc, ils répètent qu'ils sont prêts, etc. Ils tiennent des réunions depuis presque 2 jours maintenant à huis clos pour s'organiser, parce que pour eux, il s'agit de remporter ces législatives à venir et donc de nouer des alliances, comme vous le disiez, avec les Républicains, mais aussi au-delà, avec Reconquête, avec Nicolas Dupont-Aignan, etc. Donc tenter de rassembler le plus largement possible. Alors d'abord, ça veut dire avoir des candidats dans presque toutes les circonscriptions et des candidats qui soient des candidats présentables. Absolument. Eux disent que ça fait depuis après la réforme des retraites maintenant qu'ils ont activé le plan Matignon, c'est-à-dire un plan clé en main avec des candidats dans chaque circonscription et qu'ils sont prêts en cas de législative anticipée. Donc là, la Commission nationale d'investiture est en cours et on devrait en savoir plus dans les jours à venir.
Et a priori, est-ce qu'il y a un sentiment, alors de responsabilité, de gravité au sein du RN, puisque si l'on vous suit, la dissolution faisait partie des scénarios possibles, mais ça n'était pas nécessairement le plus probable. Tout le monde a été surpris. L'idée de pouvoir éventuellement, devoir même fournir un personnel politique qui pourrait participer à un gouvernement, est-ce que ça, c'est quelque chose d'aisé pour le Rassemblement national aujourd'hui? En tout cas, c'est une source d'angoisse et on sent dans les discours que certains commencent, à se distancier d'un éventuel bilan en disant: «On n'aura pas toutes les manettes, attention», notamment, le projet phare, du RN qui est le fameux référendum sur l'immigration ne pourra pas être, mis en œuvre donc ils commencent, un petit peu à prévenir que, tout ne pourra pas être fait et que, ça risque d'être quand même un exercice compliqué dans le cas où ils arriveraient à une majorité absolue. Jean Lémarie. Est-ce que, la qualité, la nature, des candidats qui seront effectivement, présents pour le premier tour des législatives dans 3 semaines maintenant, est si importante que ça? On a souvent dit que, des candidats RN, à partir du moment où ils affichaient, le logo du Rassemblement national, ou le visage de Marine Le Pen, ou le visage de Jordan Bardella, avaient de toute façon une prime considérable. Est-ce qu'ils ont besoin d'être particulièrement implantés? Certains le sont beaucoup, je pense aux nombreux députés RN élus en 2022 et qui ont fait un gros travail d'implantation ces derniers mois, ces dernières années. Beaucoup le sont. Sur les 88, certains sont devenus des figures du parti, mais il y a encore, beaucoup de députés anonymes qui n'ont pas percé, qu'on ne connaît pas forcément. Des gens qui, en 2022, ne s'attendaient pas à être élus. Donc, effectivement, il y a une prime à l'étiquette pour les candidats RN et peut-être plus encore aujourd'hui qu'en 2022 dans la mesure où, la campagne, c'est pour, faire de Bardella le Premier ministre. Je vous pose la question autrement. Est-ce que la greffe a pris partout, dans toutes les circonscriptions où des candidats RN sont devenus députés en 2022? En tout cas, lors des dernières élections européennes, on a vu que quasiment aucun territoire n'avait été épargné par, l'ascension du vote RN. Ce qu'on peut voir également à l'Assemblée Pierre-Stéphane nationale, Faure. ce qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, il y a 5-6 têtes d'affiche qui ont le droit de parler et les autres n'ont pas le droit. C'est-à-dire qu'ils ont interdiction, les députés RN. La grande majorité des députés RN a interdiction de parler à la presse. Voilà, ils n'ont pas le droit de parler. Alors c'est un parti où il y a différentes familles, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a de la discipline. Ah ben ça, il y a de la discipline, hein. C'est le propre de l'extrême droite, le culte du chef. Donc oui, il y a de la discipline. Et encore une fois, voilà, il y a quoi 4-5 figures, Thomas Ménager, Lavalette, Monsieur Tanguy, Chenu. Et au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose sur les 88 députés RN à l'Assemblée nationale. On parlait de l'expression d'extrême droite, puisqu'elle est remise en cause par le parti qui la considère comme étant péjorative. Il se trouve que le personnel politique du RN aujourd'hui vient essentiellement de l'extrême droite traditionnelle, on en a parlé tout à l'heure avec les identitaires, de la droite, il y a de moins en moins de transfuges issus de la gauche, sauf peut-être l'attaché de presse de Jordan Bardella qui est largement mis en avant, Pierre-Stéphane Faure. Alors déjà, ça me paraît important de rappeler que l'extrême droite, c'est pas une expression de journaliste. C'est le Conseil d'État qui a statué en septembre puis en mars dernier et qui a confirmé la classification du Rassemblement national à l'extrême droite. Donc c'est le Conseil d'État, le pilier de l'état de droit et de notre démocratie, qui l'a dit. Donc c'est pas une expression de journaliste et je me permets de le rappeler parce que c'est la défense préférée des cadres du RN. Ah là là, vous dites qu'on est d'extrême droite, vous êtes un journaliste partisan. Pas du tout. En fait, on dit simplement les faits, la vérité. Voilà. Sur le personnel politique et son trajet idéologique. C'est vrai que, en fait, la ligne mariniste aujourd'hui, elle est un petit peu nationale et sociale, voilà. Mais il y a peu de transfuges de gauche. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de transfuges de gauche en vue des législatives. Et je demande à voir si vraiment des républicains démocrates passeront au Rassemblement national. Je sais qu'il y a quelques rumeurs qui ont été lancées là dans l'entourage de Monsieur Bardella. On est assailli de demandes de députés LR. Je demande à voir. Qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain, Marie-Lou Magal?
S'agissant de LR, on sait en tout cas à l'Assemblée qu'il y a des contacts qui se font entre le groupe LR, le groupe RN, que certains députés ont déjà voté, ont déjà passé le pas, en réalité voté avec le RN, notamment la motion de censure, je pense à Maxime Minot ou Fabien Di Filippo. Ça reste une minorité, mais ça existe effectivement, donc il n'est pas impossible, voire il est très probable que le RN arrive quand même à grappiller certains élus LR. En revanche, s'agissant de la gauche, leur grand rêve, évidemment, c'est d'arriver à une alliance de ce qu'ils appellent les patriotes, allant d'Arnaud Montebourg, il répète souvent son nom, et des chevènementistes. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ce sera le cas? On verra. Jean-Louis Marie. Je reviens à la question des LR, des Républicains. On verra effectivement combien de députés LR franchissent le pas, mais il y a une autre question. Il y a tous ceux qui les entourent. Je pense à des collaborateurs parlementaires ou simplement à des sympathisants, à des militants des Républicains. Ces dernières années, beaucoup d'entre eux ont franchi le pas, ont rejoint le Rassemblement national. Pour eux, c'était aussi parfois l'occasion de faire carrière, d'émerger dans ce parti en ascension. Est-ce qu'il y a encore une dynamique de ce côté-là pour des gens qui sont de droite, qui se sentent de droite et qui voient que le grand parti de la droite aujourd'hui s'appelle Rassemblement national? Marie-Lou Magal. Absolument, c'est effectivement vous avez tout à fait raison en disant qu'il y a quelques années, l'endroit qui permettait aux jeunes de faire carrière, d'obtenir des postes d'assistants parlementaires, etc., c'était les partis de droite. Aujourd'hui, quand on veut faire carrière et qu'on est de droite radicale et d'extrême droite, ça se passe au Rassemblement national. Donc c'est cette transition qui fait que c'est à la fois un parti qui attire parce qu'il est en pleine ascension électorale et parce qu'il est en mesure de fournir des postes à des jeunes militants ambitieux. Et des jeunes qui maîtrisent les réseaux sociaux. Marie Toussaint, la candidate écologiste, a été moquée pour avoir dit on avait sous-estimé TikTok, mais un homme comme Jordan Bardella a beaucoup d'abonnés sur TikTok, il en a 1,3 million. Ah bah lui, Jordan Bardella, il n'a pas sous-estimé TikTok, ça c'est clair, il l'a même très largement investi. Il a axé toute sa communication, en fait, elle est ciblée sur les jeunes via les réseaux sociaux. Il y a une entreprise qui s'appelle ePolitique derrière qui monte des petits clips qui sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on y voit sur ces petits clips? Ah bah on y voit Jordan Bardella déclarant ses punchlines, mouchant un journaliste ou un politique. On y voit Jordan Bardella prononçant de grands discours enflammés au Parlement européen dans l'hémicycle avec un cadre flatteur. Ça, c'est pour la communication. Et je me suis attaché dans le livre à fact-checker, en fait, à comparer ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et en fait, on se rend compte qu'il dit blanc et puis il fait noir. Par exemple, Au Parlement européen, il vote très souvent le contraire de ce qu'il déclare sur TikTok ou dans les médias français. Par exemple, sur les droits des femmes, il fait de grands discours dans lesquels il célèbre les droits des femmes, etc., dans l'Union européenne. Et dans le même temps, il vote systématiquement contre l'interdiction de l'IVG en Pologne. C'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas à l'interdiction de l'IVG en Pologne. Il refuse de s'y opposer. Idem sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, il préfère s'abstenir. Et je peux continuer comme ça. Sur l'environnement, c'est l'un des champions. Sur les réseaux sociaux, c'est l'un des champions de la lutte contre le réchauffement climatique. La vérité, c'est qu'il n'a jamais voté un texte majeur au Parlement européen en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a quand même un fond de démagogie qui est très facile à constater. Il suffit de comparer. il a beaucoup travaillé au Parlement européen, Jordan Bardella. Il a beaucoup travaillé son image, ouais, sa communication. Je peux dire de manière factuelle, puisque je l'analyse dans le livre, j'y consacre un chapitre entier, le mandat de Jordan Bardella au Parlement européen, c'est d'abord à son profit. Il a produit très peu d'amendements, je crois environ 70, quand les autres ténors de la politique française en ont produit des milliers. Il est membre d'une seule commission, qui est la commission des pétitions. La commission des pétitions au Parlement européen, elle est surnommée la commission des planqués. C'est en gros, vous recevez les pétitions des citoyens européens, vous les lisez, puis vous les reroutez vers d'autres commissions. Ça ne demande pas beaucoup de travail, et même là, il affiche un taux de 70% d'absentéisme. Donc en fait, vraiment, le bilan qu'on peut tirer du mandat de M. Bardella au Parlement européen, c'est qu'il a d'abord travaillé pour lui-même. Marie-Lou Magal, c'est un parti où on travaille beaucoup, le RN. C'est un parti qui, de toute façon, ils le disent, récemment a du mal à produire des idées, qui évoluent essentiellement en fonction des opinions, de l'opinion publique et qui louvoie selon les
les intentions du moment pour essayer de devenir un attrape-tout et une surface de projection. Et ça leur réussit plutôt parce que un des exemples qu'on peut citer là-dessus, c'est un papier du Monde, je crois, qui interrogeait les prochaines échéances idéologiques, etc., programmatiques, et on leur répondait, c'est savoir ce qu'on va répondre demain dans le débat. Donc ça, c'est une vision à court terme qui consiste à savoir quoi répondre aux journalistes, vraiment sur la surface, et ça fonctionne pour l'instant. Jean Lémarie. Est-ce le cas aussi à l'Assemblée nationale? Je pense encore une fois à ces néo-députés RN de 2022. Certains se sont engagés dans des dossiers, ont travaillé en commission. Il y en a, oui, oui, bien sûr. En commission, certains s'engagent, même y compris au sein du parti. Je pense à Jean-Philippe Tanguy qui a produit, on n'en a toujours pas vu la couleur, mais qui aurait produit un dossier complet sur le programme économique du RN. Il y a quand même effectivement des gens qui travaillent, mais je veux dire, dans la globalité, y compris s'agissant du parti et du programme, c'est plutôt une logique d'adaptabilité. Et certains disent c'est la logique du lutteur huilé, ne pas avoir de point d'accroche. On ne peut pas ne pas savoir par où ses adversaires pourraient attaquer le RN. Mais alors, ça veut dire que finalement, le fond de sauce idéologique est essentiellement Pierre-Stéphane Faure autour de la question de l'immigration, autour de la question de l'islam, avec à la fois une manière donc de pointer du doigt ou de trouver l'origine d'un certain nombre des problèmes de la France sans donner de solutions véritablement concrètes pour résoudre ce malaise social. Bah, le fond de sauce, il est quand même xénophobe. Voilà, la mesure phare que veut prendre le RN, enfin Marine Le Pen et M. Bardella, s'ils venaient au pouvoir, c'est la préférence nationale, qui est anticonstitutionnelle et qui reviendrait à discriminer les gens présents sur le territoire français en n'accordant pas les mêmes droits aux étrangers en situation régulière et aux citoyens français, en les empêchant d'avoir accès à du logement social, d'avoir accès à des aides médicales, en les empêchant de pouvoir travailler, en pénalisant les chefs d'entreprise qui oseraient embaucher des étrangers. Ça, c'est vraiment le marqueur aujourd'hui le plus d'extrême droite du parti, et c'est une mesure qu'ils défendent depuis Jean-Marie Le Pen, depuis 30 ans. Le reste, parce que il y a eu différentes époques dans le RN et auparavant dans le Front National, Marie-Lou Magal, il y a eu la question, tout d'abord, les questions de mœurs avec la manif pour tous. On en est où à cet égard? Alors avec la Manif pour tous aujourd'hui, les questions sociétales, c'est vraiment quelque chose qui divise le RN en interne. Ils ont du mal à trouver une ligne là-dessus. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, pour se débarrasser de cette question, a dit on réglera tout ça par référendum. Il n'y a pas de ligne en interne au parti sur les questions sociétales. Pour tout ce qui touche à l'intime, on passera par le référendum. Ça lui évite de trancher, ça lui évite de devoir donner une ligne claire sur ces questions-là. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des chapelles différentes en interne qui sont la chapelle, pour caricaturer, plutôt progressiste, incarnée par des personnalités comme Jean-Philippe Tanguy, notamment on l'a vu sur la question de la fin de vie, lui est favorable à la loi sur la fin de vie, et d'autres avec une dimension plus conservatrice, plus catholique, qui sont attachés à une vision traditionnelle et conservatrice de la société. Mais est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen a beaucoup contribué à marginaliser la portion des cathos tradis, comme on les appelait auparavant? Oui, Marine Le Pen, elle a une histoire compliquée avec les cathos tradis, c'est-à-dire qu'ils lui ont toujours mis des bâtons dans les roues pour son accession au pouvoir en 2011, au moment où elle prend le parti, donc elle ne les porte pas forcément dans son cœur. Mais quoi qu'il en soit, au RN, c'est une histoire compliquée, et à l'extrême droite avec cette famille-là, et on doit composer avec elle, on doit faire avec les cathos tradis, même si elle ne les aime pas, ils sont là, et il faut faire avec. Alors l'autre point important, c'est la question du souverainisme qu'il faut articuler avec des prises de position parfois pas du tout souverainistes, comme vis-à-vis par exemple de la Russie. La Russie, c'est vraiment l'épine dans le pied de Marine Le Pen et du Rassemblement national depuis des années, depuis des nombreuses déclarations pro-Poutine, le prêt russe contracté
auprès de cette banque russe, cette fameuse banque russe, qu'ils ont remboursé. Donc là, ils essayent de tout faire pour se distancier de ça. Et c'est la même chose au RN, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, parce que publiquement, il y a des déclarations où on essaye de se dissocier de positions pro-russes. Dans le même temps, on garde Thierry Mariani, qui est un eurodéputé connu pour ses accointances et ses positions pro-Poutine. On le garde sur la liste du Parlement européen. On l'envoie même débattre à la place de Jordan Bardella. Donc il s'agit de composer avec ces différentes chapelles et d'essayer de nettoyer son image publique. Encore une fois, je pense Stéphane que Faure. pour y voir clair, souvent en politique, il faut s'attacher aux faits. Parce que bon, les paroles, ce qui compte, c'est les faits, c'est ce qu'ils font. J'ai épluché tous les résultats de vote sur la question russo-ukrainienne au Parlement européen. Systématiquement, ils soutiennent le régime de Vladimir Poutine ou ils refusent de le condamner. Systématiquement, ils préfèrent s'abstenir quand il s'agit ou quasi systématiquement, de soutenir l'Ukraine. Ils ont refusé, par exemple, de condamner les conditions de détention de feu Alexei Navalny. Ils ont refusé, les députés du Rassemblement national, incluant Jordan Bardella, ont refusé de condamner le régime de terreur en ce moment en Biélorussie, où les opposants sont enlevés dans la rue par les services secrets. Enfin voilà, à un moment, c'est bien, les grands discours, c'est bien. Sur TikTok, ce qui compte, c'est ce qu'ils votent. C'est ça la politique. Toujours sur la politique internationale, un soutien à Israël, un soutien extrêmement radical de la part de Jordan Bardella. Vous savez, il y a beaucoup de contradictions au Rassemblement national, et l'une des contradictions qui m'est apparue dans l'enquête, c'est effectivement, ils soutiennent Israël après les massacres du 7 octobre. Et en même temps, par exemple, quelques jours avant la grande manifestation du mois de novembre contre l'antisémitisme à Paris, Jordan Bardella chez BFM TV explique de manière assez spontanée que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Enfin, on s'y perd un petit peu. C'est-à-dire que, voilà, il a dit qu'il regrettait ses propos. On s'y perd ou alors on ne s'y perd pas. Ce que je veux dire, c'est que on considère peut-être qu'il y a une tentative de se dédiaboliser qui n'est pas menée jusqu'au bout. C'est clairement le stade un petit peu ultime de la dédiabolisation. Déjà, le fait qu'ils puissent manifester dans une marche contre l'antisémitisme, c'était inimaginable il y a encore 10 ans. Le stade ultime de la dédiabolisation pour eux, ce serait sans doute un voyage officiel en Israël, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est côté pile. Et côté face, les contrats et l'argent continuent de couler à flot envers Frédéric Chatillon, les entreprises de Frédéric Chatillon, qui est quand même la figure de l'extrême droite antisémite et violente. Il l'a été dans le passé, il a été le chef du GUD, il n'a jamais renié ses engagements, il est ami avec Alain Soral, il a fait Alain Soral, il a beaucoup contribué à l'émergence d'Alain Soral, un antisémite notoire. Il a soutenu les négationnistes de tout poil. Et ces relations continuent. Il y a des relations affectives, amicales entre Jordan Bardella et Frédéric Chatillon, et surtout, il y a aussi des relations économiques qui continuent aujourd'hui. Marie-Laure Magal. Et je voudrais ajouter à ça qu'il y a aussi, je pense, une transition générationnelle. C'est-à-dire que pour la nouvelle génération, y compris la nouvelle génération d'extrême droite au RN, l'antisémitisme est moins fondamental parce que la matrice aujourd'hui, c'est plus l'islamophobie. Et l'ennemi est plus l'islam. Et ça, c'est quelque chose aussi que Marine Le Pen a impulsé. C'est-à-dire qu'elle a réuni, à partir du moment où elle prend le parti en 2011, ses proches lui disent, bon, ce qui empêche aujourd'hui la dédiabolisation, c'est l'antisémitisme. Donc on va travailler là-dessus. Et tout le monde s'est mis d'accord pour dire que désormais l'antisémitisme c'était terminé. En revanche, que le nouvel ennemi était l'islam et que c'était là-dessus qu'on devait s'employer et s'unir pour essayer de lutter contre l'islam. Mais là aussi, c'est toujours compliqué de répondre à cela, hein, Marie-Lou Magal. Mais est-ce que ce sont des thèmes de communication, des éléments de langage, ou bien cela correspond à une véritable mue idéologique du parti ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Comme disait Pierre-Stéphane, c'est vrai, il y a toute l'arrière-boutique qui reste. Il reste ce fond, il reste la vitrine et l'arrière-boutique avec Hippolytique, avec les anciens du GUD, etc. Aujourd'hui, chez les jeunes, et c'est ce qu'on montre avec Nicolas Massol dans notre livre, il y a une porosité qui est toujours là entre les jeunes de partis traditionnels et les groupuscules, entre le GUD qui est un groupuscule antisémite, entre Génération Identitaire qui est dissous aujourd'hui mais dont les émanations sont toujours des groupuscules très radicaux, etc. Il y a une continuité en réalité entre cette jeunesse radicale et les partis. Un mot de conclusion, Pierre. Simplement pour desserrer un peu la focale, admettons que Jordan Bardella prenne Matignon dans 3 semaines.
il faut quand même être conscient que Jordan Bardella, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est la vitrine en fait. Mais derrière lui, toutes ces chapelles de l'extrême droite dont on vient de parler, islamophobes, antisémites, etc., seront dans le sillage de M. Bardella et de Mme Le Pen. Ils seront là, ils occuperont des postes de pouvoir. Il faudra nommer des ministres de l'Intérieur, des ministres de la Justice. Ils seront issus de ces familles-là, de ces chapelles-là. Comment on gérera un événement comme la mort du jeune Naël avec un ministre de l'Intérieur d'extrême droite? Pour le savoir ou tenter d'avoir une réponse, eh bien, par exemple, on peut lire Pierre-Stéphane Faure, votre biographie de Jordan Bardella, Le Grand Remplaçant, c'est aux éditions Studio Fact. Le livre Marie-Lou Magal que vous avez signé avec Nicolas Massol, L'extrême droite, nouvelle génération, enquête au cœur de la jeunesse identitaire, et c'est aux éditions de Noël.